Hop, on y retourne. Journal de Mina Harker, 30 octobre au soir. Ils étaient si fatigués, si recrus, si découragés, qu'il n'y avait rien à faire avant qu'ils n'eussent pris un peu de repos. Je les ai donc priés d'aller s'étendre une demi-heure en me laissant consigner tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Quelle reconnaissance j'éprouve envers l'homme qui a inventé la machine à écrire transportable et envers Monsieur Maurice qui m'a procuré celle-ci. J'aurais perdu le fil de mes idées si j'avais dû me servir d'une plume. Tout est fini. Mon pauvre cher, très cher Jonathan, que n'a-t-il souffert? Que ne doit-il souffrir à présent? Il est couché sur le sofa, respirant à peine. Son corps est comme paralysé, ses sourcils sont froncés. Son visage est contracté par la souffrance. Pauvre chéri. Il réfléchit peut-être. Sa figure m'apparaît toute ridée par son effort de concentration. Que je voudrais pouvoir lui être de quelque secours. Je ferai ce que je pourrai. À la demande du docteur Van Helsing, il m'a remis toutes les notes dont je... À ma demande, le docteur Van Helsing m'a remis toutes les notes dont je n'avais pas encore pris connaissance. Pendant qu'il se repose, je veux les lire attentivement, et peut-être arriver ici avec quelques conclusions. J'essaierai de suivre l'exemple du professeur, de réfléchir sur les faits qui sont devant moi, sans aucun préjugé. Je crois, avec l'aide de Dieu, avoir fait une découverte. Il me faut des cartes que j'examinerai soigneusement. Oui, je suis de plus en plus sûre que je ne me trompe pas. Ma nouvelle solution est prête. Je vais réunir mes amis et à leur dire. Ils jugeront. Soyons précises, chaque minute est précieuse. Aide-mémoire de Mina Harker, insérée dans son journal. Point de départ pour l'enquête. Le problème pour le comte Dracula est de revenir chez lui. Petite A, il doit être transporté par quelqu'un. Cela est évident car s'il avait le pouvoir de se déplacer à son gré, il pourrait le faire sous la forme d'un homme ou d'un loup, ou d'une chauve-souris ou autrement. Il redoute évidemment d'être découvert ou gêné dans l'état vulnérable où il se trouve, enfermé dans son coffre entre le lever et le coucher du soleil. Petit B, comment peut-il être transporté? Procédons par élimination successive. 1. Par la route, cela comporte d'infinies difficultés, surtout pour sortir des villes. Petit A, il y a des gens, les gens sont curieux et cherchent à savoir, un signe, un soupçon, un doute concernant le contenu du coffre, et le voilà perdu. Petit B, il y a ou il peut y avoir des employés de la douane et de l'octroi à affronter. Petit C, ses poursuivants peuvent être sur ses traces. C'est là sa crainte majeure, c'est pour éviter de se trahir qu'il a écarté dans la mesure où il l'a pu, même sa victime, moi. Grand 2 par le chemin de fer, la personne pour veiller sur le coffre, qui risque d'être retardé, tout retard serait fatal avec des ennemis sur ses traces. Assurément, il pourrait échapper pendant la nuit, mais que deviendrait-il s'il était laissé dans un endroit inconnu, sans refuge, où il puisse se dérober? Telle n'est pas son intention, et ce n'est pas non plus un risque qu'il puisse accepter de courir. Petit 3 par eau. C'est le moyen le plus sûr, sous un rapport, et le plus dangereux sous un autre. Sur l'eau, il est sans pouvoir, excepté pendant la nuit. Et même alors, il ne peut faire surgir que du brouillard, des tempêtes, de la neige et ses loups. Et s'il avait fait un naufrage, les eaux vivantes l'engloutiraient, sans qu'il puisse rien faire et il serait perdu. Il pourrait amener le vaisseau sur la côte, mais si le pays lui était hostile, il ne fût pas libre de s'y mouvoir, sa position, encore une fois, serait désespérée. S'il est sur un bateau, il nous faut à présent déterminer sur quelle eau ce bateau navigue. Notre premier objectif doit être de préciser ce qu'il a fait jusqu'à présent. Cela nous éclairera sur ce qu'il lui reste à faire. D'abord, considérons ses actes à Londres comme une partie de son plan d'ensemble quand chaque minute comptait pour lui et qu'il devait tirer parti de tout. Ensuite, des faits que nous connaissons, essayons de déduire ce qu'il a fait ici. Pour commencer, il a évidemment voulu arriver à Galatz. L'ordre concernant Varna était pour nous dérouter si nous apprenions qu'il avait quitté l'Angleterre et cherchions à savoir pour quelle destination. Son but unique, immédiat, était de nous échapper. La preuve en est l'instruction incluse dans la lettre à Emmanuel Idelsheim de dégager la caisse et de l'enlever avant le lever du soleil, et aussi l'ordre donné à Petrov Skinski. Là, nous ne pouvons que deviner. Une lettre ou un message doit avoir existé puisque Skinski est allé de lui-même trouver Idelsheim. Jusque-là, ses plans ont réussi, nous le savons. Le tsarine Catherine a fait un voyage prodigieusement rapide, à tel point que le capitaine d'Odelsa en a conçu des soupçons. Mais sa superstition, jointe à sa roublardise, ont fait le jeu du comte. Il a couru, vent en poupe, à travers le brouillard et le reste, et il est arrivé à l'aveuglette à Galatz. Les dispositions du comte se sont trouvées efficaces. Idelsheim dégagea le coffre, l'emporta, le transmit à Skinski, Skinski s'en chargea, et nous perdons ici sa piste. S'il y avait une douane ou un octroi, on les a évités. Maintenant, demandons-nous ce que le comte a fait après son arrivée à terre, à Galatz. La caisse a été remise à Skinski avant l'aube. Au lever du soleil, le comte pouvait apparaître sous sa forme véritable. Demandons-nous pourquoi Skinski fut choisi comme auxiliaire. D'après le journal de mon mari, Skinski est en relation avec des Slovaques qui trafiquent sur le fleuve en amont du port. Et la remarque que le meurtre est l'œuvre d'un Slovaque prouve
ce que l'on pense généralement de ces gens. Le comte voulait qu'on ne l'approchât point. Voici ma conjecture. Le comte décida à Londres de rentrer dans son château par eau, cette voie étant la plus sûre et la plus secrète. Les tziganes l'en avaient fait sortir et l'avaient probablement donné en charge à des Slovaques, qui avaient amené la caisse à Varna, d'où elles avaient été embarquées pour Londres. Le comte connaissait ainsi les personnes capables de lui organiser ce service. Lorsque le coffre fut à terre, il en sortit avant le lever ou après le coucher du soleil, donna ses instructions à Sinski pour que le chargement fût assuré d'une rivière à l'autre. Cela fait, et sûr que tout allait bien, il crut effacer ses traces en assassinant son agent. Après avoir examiné la carte, j'en conclus que la rivière la plus commode à remonter pour les Slovaques est ou bien le Prut, ou bien le Sorette. Je vois dans les notes qu'au cours de ma transe, j'ai entendu des vaches meugler, de l'eau tourbillonner au niveau de mes oreilles et du bois craquer. Le comte, dans son coffre, était alors sur une rivière, dans une barque non pontée, propulsée probablement à la rame ou à la perche, car il y a des hauts fonds et qu'il faut aller contre-courant. Le bruit serait différent si on descendait. Naturellement, ce ne peut être ni le Serein ni le Prut, car nous pouvons arriver à le savoir. De ces deux rivières, toutefois, c'est sur le Prut que la navigation est la plus aisée, mais le Serein, à Fundu, reçoit la Bistritza, qui coule autour du col de Borgo. La boucle qu'elle y fait est le pont le plus rapproché du château de Dracula que l'on puisse atteindre par eau. Journal de Mina Harker, suite. Quand j'eus fini de lire, Jonathan me prit dans ses bras et m'embrassa. Les autres me serrèrent les mains et Dr Van Helsing déclara « Une fois de plus, notre chère Madame Mina s'avère notre guide. Ses yeux ont vu quand les nôtres étaient aveugles. Nous avons retrouvé la piste, et si nous parvenons à rejoindre notre ennemi en plein jour, sur l'eau, notre tâche est accomplie. Oui, il a une avance sur nous, mais il lui est impossible de se hâter. Comment oserait-il quitter son cercueil? Ceux qui le convoient auraient des soupçons, et au premier soupçon, on le jetterait dans la rivière où il périrait. Il le sait, il n'osera pas. Et maintenant, tenons notre conseil de guerre, car il nous faut sur le champ savoir ce que chacun de nous devrait faire. Je vais me procurer une vedette et me mettre à ses trousses, dit Godalming. Et moi, des chevaux pour le suivre sur la rive, s'il venait à accoster, annonça Maurice. Bien, reprit le professeur, vous avez tous deux raison, mais aucun de vous ne peut partir seul. Il vous faut la force si on vous oppose la force. Le Slovaque est robuste et récif, il a de bonnes armes. Tous les hommes sourirent car il transportait un petit arsenal. J'ai apporté quelques Winchester, dit M. Maurice. Ce sont des armes commodes en cas d'attaque en masse. Il y aura peut-être des loups. Vous vous souvenez que le comte a pris certaines précautions. Il a formulé des exigences que Miss Harker n'a pu entendre ou complètement comprendre. Nous devons nous tenir prêts à toute éventualité. Je pense, intervint le docteur Seward, que je ferais mieux d'accompagner Kinsey. Nous sommes habitués à chasser ensemble et à deux, bien armés, nous aurons raison de toute attaque. Il ne faut pas non plus que vous soyez seul, Hart. Il faudra peut-être combattre les Slovaques. Et un mauvais coup. Je n'imagine pas que ces gaillards aient des fusils détruiraient tous nos plans. Nous ne devons cette fois rien laisser au hasard, et nous devrons nous arrêter que lorsque la tête du comte aura été séparée de son corps et que nous serons sûrs qu'il n'y a plus de réincarnation possible pour lui. Il regardait Jonathan en parlant ainsi, et Jonathan me regardait, et je me rendais compte que mon pauvre chéri était tourmenté. Bien sûr, il souhaitait rester près de moi, mais ceux qui seraient à bord de la vedette auraient toutes les chances de détruire le vampire. Pourquoi ai-je hésité à écrire ce mot? Il se tut un moment, et pendant ce silence, le docteur Van Helsing parla. « Mon cher Jonathan, ceci pour deux raisons est votre lot. D'abord, vous êtes jeune et brave, capable de vous battre, et toutes nos énergies sont nécessaires pour le coup final. De plus, c'est à vous qu'il appartient de détruire cette chose qui vous a fait tant souffrir, vous et les vôtres. En ce qui concerne Madame Mina, n'ayez rien à craindre. Je prendrai soin d'elle autant que je le pourrai. Je suis vieux, mes jambes ne sont plus aussi rapides qu'autrefois, je ne suis pas habitué à de longues chevauchées, ni à me battre à main armée. Je suis capable de mourir s'il le faut, aussi bien qu'un jeune homme. Que je vous dise maintenant ce que je souhaite. Vous, Lord Godalming et l'ami Jonathan, vous remonterez la rivière et sur votre vedette rapide, tandis que John et Kinsey surveilleront la rive en cas de débarquement. Moi, pendant ce temps, j'emmènerai Madame Mina au cœur même du pays ennemi, pendant que le vieux renard, qui est lié dans sa caisse, flottant au gré du courant d'où il ne peut atteindre la terre, n'ose pas soulever le couvercle de son cercueil de peur que ses convoyeurs slovaques, dans leur épouvante, ne le fassent périr. Nous allons suivre la route que suivit Jonathan de Bistritz à Borgo, trouver notre chemin jusqu'au château de Dracula. Le pouvoir hypnotique de Madame Mina nous viendra sûrement en aide et nous trouverons notre chemin qui autrement nous resterait obscur, inconnu, après le premier lever du soleil qui suivra notre arrivée à cet endroit fatal. Il y a gros à faire et d'autres lieux à purifier afin que ce nid de vipères soit effacé du monde. Jonathan l'interrompit fiévreusement. Pourquoi, professeur Van Helsing? Auriez-vous l'intention d'amener Mina dans son triste état et touchée comme elle l'est par cette maladie du diable jusqu'à la gueule de ce piège de la mort? Pour rien au monde, ni pour le ciel ni pour l'enfer. Il resta un instant sans voix, puis il reprit. Savez-vous ce que c'est que cet endroit?
Avez-vous vu ce repère d'infernale horreur, ou même le clair de lune peuplé de formes effrayantes, où chaque grain de poussière qui tourbillonne dans le vent est l'embryon d'un monstre dévorant? Avez-vous senti les lèvres du vampire sur votre gorge? Il se détourna vers moi, et comme son regard tombait sur mon front, il leva les bras au ciel avec un cri. « Ah mon Dieu, qu'avons-nous fait pour être accablés par cette épouvante ?» Et il se laissa tomber sur le sofa, ne pouvant supporter sa souffrance davantage. La voix du professeur nous calma. Elle était douce, claire, vibrante. « Mais mon ami, si je souhaite me rendre à cet affreux endroit, c'est justement pour en sauver, Madame Mina. L'amener dans le château, Dieu m'en préserve. Une besogne abominable doit y être accomplie, que ses yeux ne verront pas. Nous autres hommes, tous sauf Jonathan, nous avons constaté ce qui reste à faire avant que ce lieu puisse être purifié. Remarquez que nous sommes terriblement acculés. Si le comte nous échappe cette fois, et il est fort, intelligent et rusé, il peut décider de s'endormir pour 100 ans. Et alors, notre très cher, il me prit la main, devrait à son heure venir lui tenir compagnie et deviendrait semblable à ces autres créatures que vous, Jonathan, avez vues. Vous nous avez décrit leurs lèvres avides, vous avez entendu leur rire de ribaude, tandis qu'elles saisissaient le sac remuant de vie que le comte leur avait lancé. Vous frissonnez? Je comprends cela. Pardonnez-moi la peine que je vous fais. Elle était nécessaire, mon ami, n'est-elle pas cruelle, cette exigence? Pourtant, si besoin est, je donnerai ma vie pour y répondre. Si quelqu'un doit se rendre en ce lieu pour y rester, c'est moi qui dois y aller, pour leur tenir compagnie. Faites comme vous voudrez, dit Jonathan avec un sanglot qui le secoua tout entier. Nous sommes dans les mains de Dieu. Plus tard. Quel réconfort de voir au travail ces hommes si courageux. Une femme pourrait-elle ne pas aimer des hommes si sérieux, si sincères, si braves? Il me faut admirer ainsi le pouvoir de l'argent. Aussi le pouvoir de l'argent, que ne peut-il réaliser lorsqu'il est bien employé? Quel mal peut-il faire dans le cas opposé? Je suis si reconnaissante à Lord Godalming d'être riche, et à lui et à Monsieur Maurice, qui nous aussi a tant d'argent, de le dépenser avec une telle largesse. S'il ne l'avait point fait, notre petite expédition n'aurait pas pu prendre le départ, ni si rapidement, ni si bien équipée. C'est pour dans 1 heure. Il n'y a pas 3 heures que les rôles ont été répartis entre nous, et voici que Godalming et Jonathan ont une jolie vedette à vapeur, prête à démarrer au premier signal. Le docteur Seward et M. Maurice ont une demi-douzaine de beaux chevaux, bien harnachés. Nous sommes pourvus de toutes les cartes, de tous les instruments nécessaires. Le professeur Van Helsing et moi partons cette nuit à 11h40 pour Veresti, où nous procurons une voiture pour gagner le col de Borgo. Nous emportons beaucoup d'argent liquide, puisque nous devrons acheter une voiture et des chevaux. Nous conduirons nous-mêmes, n'ayant personne à qui nous confier dans cette affaire. Le professeur connaît quantité de langage et tout ira bien de ce côté. Nous sommes tous armés. J'ai même un revolver de gros calibre. Jonathan n'a été tranquille qu'en me voyant armé comme les autres. Hélas, il est une arme que je ne puis porter comme les autres. La cicatrice de mon front m'en empêche. Le cher docteur Van Helsing me réconforte en me disant que celle que j'ai sera bien utile s'il y a des loups. Le temps devient d'heure en heure plus froid, et les averses de neige vont et viennent, comme pour nous avertir. Plus tard, il m'a fallu tout mon courage pour dire adieu à mon bien-aimé. Nous ne sommes pas sûrs de jamais nous revoir, Mina. Quel courage! Le professeur te regarde fixement, comme pour te mettre en garde contre toute faiblesse. L'heure n'est pas aux larmes, à moins que Dieu n'autorise enfin des larmes de joie. Journal de Jonathan Harker, 30 octobre, pendant la nuit. J'écris ceci à la lumière que laisse passer la porte de la chaudière de la vedette. Lord Godalming active la chauffe. Il connaît la manœuvre, pour avoir eu pendant des années une vedette à lui sur la Tamise et une autre sur les lacs du Norfolk. Après avoir étudié mes cartes, nous avons finalement adopté la conjecture de Mina. Si c'est une voie navigable qui doit ramener clandestinement le comte à son château, la seule possible est le Serette, puis la Bistriza, à partir de son confluent. Nous avons admis que l'endroit le meilleur pour traverser le pays entre la rivière et les Carpates devait se trouver aux environs du 47e degré de latitude nord. Nous pouvons sans crainte forcer la vitesse pendant la nuit. L'eau est profonde, la distance entre les bancs suffisante pour qu'on puisse, même la nuit, pousser les feux. Lord Godalming me conseille de dormir un moment, car il suffit que l'un de nous veille. Mais comment trouver le sommeil lorsque je pense au terrible danger qui menace ma chérie, qui s'avance à présent vers cet horrible endroit? Mon seul réconfort est de me dire que nous sommes dans les mains de Dieu. Sans cette certitude, le plus simple serait de mourir pour être libéré de Sodome. Monsieur Maurice et le docteur Seward sont partis, avant nous, pour leur longue chevauchée. Ils suivront la rive, en remontant vers l'intérieur du pays, de façon à tenir une bonne étendue de la rivière sous leur regard et à s'épargner d'en côtoyer les sinuosités. Ils sont deux cavaliers qui conduisent leurs chevaux de rechange, 4 en tout pour les premières étapes, afin de ne pas attirer l'attention. Lorsqu'ils reverront les hommes, Lorsqu'ils renverront ces hommes, et ce sera bientôt, ils s'occuperont eux-mêmes des chevaux. Un moment peut venir où nous devrons nous joindre à eux, et ainsi nous pourrons tous être montés. Une des selles à un arçon de corne, mobile, pourra être aisément mise en ordre pour Mina, si besoin est.
Terrible aventure que la nôtre. Nous fonçons dans l'obscurité. Le froid qui semble monter de la rivière pour nous transpercer de toutes ces mystérieuses voies de la nuit autour de nous. C'est peu de dire que nous en sommes profondément impressionnés tandis que nous dérivons vers les lieux, vers des chemins inconnus, vers un univers de choses épouvantables. Godalming ferme la porte de la chaudière. 31 octobre. Toujours la même poursuite. Le jour est venu, Godalming s'est endormi et je veille. La matinée est glaciale, la chaleur du foyer nous fait du bien, quoique nous ayons de lourdes pelisses. Nous avons dépassé quelques allèges, mais aucune n'avait à bord un coffre de la dimension de celui que nous cherchions. Nous nous épouvantions les hommes en tournant vers eux notre lampe électrique. Ils tombaient à genoux, se mettaient à prier. 1er novembre, au soir. Rien de neuf aujourd'hui, nous n'avons découvert que ce que nous cherchons. Nous n'avons rien découvert de ce que nous cherchons. Nous suivons maintenant la Bistriza. Si notre supposition est fausse, nous avons perdu toutes nos chances. Nous avons examiné tous les esquifs, grands et petits. Ce matin, un équipage nous a pris pour un bateau du gouvernement et nous a traités en conséquence. Cela nous parut un moyen de faciliter les choses. Aussi, à Fundu, où la Bistriza se jette dans le Serai, nous nous sommes procuré un pavillon roumain que nous arborons à présent. Le tour a réussi pour tous les bateaux que nous avons visités. On nous a témoigné les plus grands égards, sans opposer la moindre objection à nos questions. Quelques Slovaques nous ont parlé d'un grand bateau qui les avait dépassés à une vitesse plus grande que la normale, avec à bord un équipage double. Cela s'était passé avant Fundu, de sorte qu'ils n'auraient pu dire si le bateau avait pris la Bistriza ou continué à remonter le Serai. Aucune nouvelle à Fundu d'un bateau de cette espèce. Il doit y avoir passé pendant la nuit. J'ai sommeil. C'est peut-être le froid qui commence à m'affecter et la nature exige du repos de temps en temps. Godalming insiste pour prendre la première veille. Dieu le bénisse pour sa bonté à l'égard de ma pauvre Mina. 2 novembre au matin. Il fait grand jour. Mon bon compagnon n'a pas voulu me réveiller. Ça aurait été un péché, dit-il, tant je dormais paisiblement, oubliant tout mon tourment. J'ai l'impression d'avoir été vilainement égoïste en dormant si longtemps. Mais il a eu raison, car ce matin, je suis un autre homme, capable de tout ensemble, de veiller sur la machine, de gouverner et de faire le guet. Ma force et mon énergie me sont revenus, je le sens. Je me demande où Mina est à présent. Où est Van Helsing? Ils ont dû arriver à Veresti mercredi, vers midi. Il leur aura fallu quelque temps pour se procurer une voiture et des chevaux. Si donc ils ont été bon train, ils doivent être à présent au col de Borgo. Dieu les conduise, Dieu les aide. Je tremble en pensant à ce qui peut arriver. Que n'est-il possible d'aller plus vite? Mais les moteurs ronflent et donnent tout ce qu'ils peuvent. Comment se poursuit l'avance du docteur Seward et de Maurice? De très nombreux ruisseaux, dirait-on, descendent des montagnes vers cette rivière, mais aucun d'eux ne semble très important. Aujourd'hui du moins, car ils doivent être redoutables en hiver, après la fonte des neiges, et les cavaliers ne doivent pas avoir rencontré de grands obstacles. J'espère les retrouver avant d'arriver à Strasbourg. Si, à ce moment, nous n'avons pas rejoint le comte, nous devrons en délibérer ensemble. Le journal du docteur Seward, 2 novembre. 3 jours sur la route, sans nouvelles, et y en eût-il eu que je n'aurais pas eu le temps d'écrire, car chaque moment est précieux. Nous ne sommes arrêtés que pour laisser reposer les chevaux. Mais tous deux, nous supportons admirablement l'épreuve. Nos aventures d'autrefois nous ont été très utiles. Sans elles, aurions-nous même été à même d'entreprendre celle-ci? Il nous faut poursuivre. Nous nous sentirons heureux que lorsque nous reverrons la vedette. 3 novembre. On nous dit à Fundu que la vedette a pris la Bistriza. Si seulement il pouvait faire moins froid, que la neige semble s'annoncer et si elle tombe drue, elle nous arrêtera. Dans ce cas, nous nous procurerons un traîneau, nous progresserons à la mode russe. 4 novembre. On nous dit aujourd'hui que la vedette a été retenue par une avarie survenue, tandis qu'elle fonce pour remonter les rapides. Les bateaux slovaques les remontent aisément, aidés par une corde, en gouvernant savamment. Quelques-uns avaient passé peu de temps auparavant. Godalming est un mécanicien amateur, et bien entendu, c'est lui qui a remis la vedette en état. Ils ont finalement réussi à remonter les rapides à l'aide des gens des pays. Ils ont repris leur poursuite. Je doute que l'accident ait fait du bien au bateau. Les paysans nous ont dit que lorsque la vedette s'est retrouvée en eau calme, elle a eu plusieurs arrêts, pendant le temps qu'elle fut en vue. Il nous faut forcer l'allure, notre aide peut être nécessaire avant qu'il soit longtemps. Journal de Mina Harker, 31 octobre. Nous sommes arrivés à midi à Veresti. Le professeur me dit que ce matin, à l'aube, il a eu de la peine à m'hypnotiser, que je n'ai pu dire autre chose que obscurité, calme. Il est sorti acheter une voiture et des chevaux avec l'intention d'acquérir, si possible, des chevaux de renfort, afin de pouvoir les changer en route. Nous avons un peu plus de 70 miles à faire. Le pays est plaisant, fort intéressant. Si seulement la situation était différente, qu'il serait agréable de voir tout ça. Si Jonathan et moi nous faisions la route ensemble, quel plaisir ce serait! Nous arrêter, voir des gens, apprendre quelque chose sur leur façon de vivre, nous remplir l'esprit et la mémoire de toute la couleur et du pittoresque de cette contrée sauvage et splendide, de ce peuple étrange. Mais, hélas, plus tard. Le docteur Van Helsing est de retour. Il a acheté la voiture, les chevaux. Nous allons prendre un repas et nous mettre en route dans 1 heure. La patronne de l'auberge nous prépare un énorme panier de provisions.
De quoi nourrir, dirait-on, une compagnie de soldats. Le professeur l'encourage et me dit à l'oreille que nous serons peut-être une semaine entière sans trouver d'autre nourriture convenable. Lui aussi est allé aux achats et il a fait envoyer ici un magnifique assortiment de couvertures et de fourrures, au cas risque que nous souffrions de froid. Dans un moment, nous serons partis. Je tremble en pensant à ce qui nous attend. Oui, vraiment, nous sommes dans les mains de Dieu. Lui seul sait ce qui arrivera et je l'implore de toute la force de mon âme, si accablée, si humiliée, de veiller sur mon mari bien-aimé quoi qu'il arrive. Que Jonathan sache que je l'ai aimé et honoré au-delà de tout ce que je puis dire, que ma pensée suprême, celle qui exprime ma profonde vérité, sera toujours pour lui. Chapitre 27. Journal de Mina Harker, 1er novembre. Nous avons voyagé tout le jour et à bonne allure. Les chevaux semblent comprendre que s'ils sont bien traités, et ils font sans se plaindre toute leur étape dans le meilleur des temps. Les avoir déjà échangés si souvent et retrouver toujours la même bonne volonté nous encourage à penser que l'expédition sera aisée. Le docteur Van Helsing est économe en paroles. Il dit aux fermiers qu'ils se hâtent vers Bistrise et les paye bien pour l'échange des chevaux. Nous recevons de la soupe chaude, du café ou du thé et nous voilà repartis. Le pays est charmant, plein d'admirables points de vue et les gens sont courageux, robustes, simples et dotés, semble-t-il, des meilleures qualités. Ils sont très superstitieux. Dans la première maison où nous fîmes halte, quand la femme qui nous servait vit la balafre sur mon front, elle se signa et tendit 2 doigts dans ma direction pour écarter le mauvais œil. Je pense qu'elle prit la peine de mettre un supplément d'ail dans notre nourriture et je ne puis supporter l'ail. J'évite depuis lors d'enlever mon chapeau ou mon voile, grâce à quoi j'échappe à leurs soupçons. Nous avançons rapidement. Comme nous n'avons pas de cocher qui nous raconterait les histoires aux étapes, nous laissons le scandale derrière nous. Néanmoins, j'imagine que tout le long de notre route, nous inspirons la peur du mauvais œil. Le professeur semble infatigable. Il n'a pris aucun repos de la journée entière, bien qu'il m'ait fait dormir assez longtemps. Au coucher du soleil, il m'hypnotisait, je lui répondais, paraît-il, comme à l'ordinaire, obscurité, clapotis de l'eau, craquement des planches. C'est donc que notre ennemi est toujours sur l'eau. La pensée de Jonathan me fait trembler, quoiqu'en ce moment je ne redoute rien ni pour lui ni pour moi. J'écris ceci en attendant dans une ferme que l'on ait préparé les chevaux. Le docteur Van Helsing dort enfin. Le pauvre cher homme paraît maintenant très fatigué et vieux et tout gris, mais sa bouche a le pli le plus ferme du conquérant, et même dans son sommeil il respire la décision. Lorsque nous serons partis, je prendrai les rênes pour qu'il puisse se reposer. Je lui dirai que nous avons encore plus d'une journée à voyager et qu'il ne s'agit pas qu'il se trouve épuisé au moment où toute son énergie sera nécessaire. Tout est prêt, nous allons reprendre la route. 2 novembre au matin. J'ai réussi. Nous nous sommes toute la nuit relayés sur le siège. Voici le jour, brillant mais froid. L'air est étrangement lourd. Je dis lourd, faute de trouver un terme plus exact. Je veux dire que, tous deux, nous nous sentons oppressés. Il fait très froid et seules nos chaudes fourrures nous donnent du confort. À l'aube, Van Helsing m'a hypnotisé. Je lui répondis, dit-il, obscurité, craquement de planches, grondement d'eau. C'est donc que la rivière change d'aspect à mesure qu'ils en remontent le cours. J'espère que mon bien-aimé ne sera pas en danger, pas plus qu'il ne faudra. Mais nous sommes dans les mains du Seigneur. 2 novembre soir. Avancé sans répit, le paysage s'élargit, les grands contreforts des Carpates qui, à Veresti, nous semblaient si éloignés et si bas sur l'horizon, font mine à présent de se rassembler autour de nous et de nous barrer la route. Nous semblons pleins d'optimisme. Chacun de nous, je crois, fait effort pour réconforter l'autre, et par là même se réconforte lui-même. Le docteur Van Helsing dit que nous atteindrons le col de Borgo au lever du soleil, et il y a peu de chevaux dans cette contrée, et le professeur est d'avis que les derniers que nous avons acquis devront nous accompagner jusqu'au bout, car nous ne pourrons pas nous en procurer d'autres. Il en a pris 2 en supplément, si bien que maintenant nous allons à grande guide. Ces chers chevaux sont si bons et patients. Aucun trafic ne nous gêne, si bien qu'il est très facile de conduire. Nous arrivons au col au petit jour. Nous ne désirons pas que ce soit plus tôt. C'est pourquoi nous avons pu nous mettre à notre aise et nous reposer à tour de rôle. Que nous apportera la journée de demain. Nous approchons de l'endroit où mon pauvre chéri a tant souffert. Dieu nous accorde de trouver la bonne direction. Qu'il daigne veiller sur mon mari et sur tous ceux que nous aimons et qui courent un si terrible danger. Pour ce qui est de moi, je ne suis pas digne qu'il me regarde. Hélas, je suis impure à ses yeux et je le resterai jusqu'à ce qu'il veuille me permettre de me tenir devant lui à l'égal de ceux qui n'ont point encouru sa colère. Memorandum d'Abraham Van Helsing. 4 novembre. Ceci est destiné à mon vieux, à mon fidèle ami John Seward, docteur en médecine de Purfleet, Londres, pour le cas où je ne le reverrai plus. Il trouvera ici une explication. Le matin est là, j'écris près du feu que j'ai entretenu pendant toute la nuit, avec l'aide de Madame Mina. Il fait froid, si froid que le lourd ciel gris est plein de neige. Lorsqu'elle tombera, ce sera pour rester tout un hiver sur le sol qui durcit pour la recevoir. Madame Mina semble en être affectée. Pendant toute la journée d'hier, sa tête lui a semblé si pesante qu'elle était toute différente d'elle-même. Elle dort, elle dort, elle dort. Elle est si active d'ordinaire. Hier, elle a passé le jour entier à ne rien faire. Elle a même perdu son bon appétit. Elle n'a rien consigné dans son petit agenda, elle qui utilise si fidèlement chaque moment de répit pour se mettre à écrire.
Quelque chose me murmure à l'oreille que tout n'est pas en ordre. Hier soir, cependant, elle a retrouvé sa vivacité. Sa longue sieste pendant le jour l'avait délassée, remise. Elle était redevenue aimable et gaie. Comme le soleil se couchait, j'ai tenté de l'hypnotiser, mais hélas, sans résultat. Chaque jour a vu diminuer mon pouvoir, et cette nuit, il m'a totalement fait défaut. Que la volonté de Dieu soit donc faite, quelles qu'en soient les conséquences. Que je reprenne maintenant la suite des événements. Madame Mina ayant interrompu sa sténographie, il faut que j'y supplée, si ennuyeuse et si démodée que soit ma méthode, afin que nulle de nos journées ne manque d'être rapportée. Nous arrivâmes au col de Borgo hier matin, au moment où le soleil se levait. Dès que je vis s'annoncer l'aurore, je préparais ma séance d'hypnotisme. Nous arrêtâmes la voiture et nous descendîmes pour éviter d'être dérangés. Je fis un lit avec des fourrures, Madame Mina s'y étendit, prête, comme de coutume, pour un sommeil hypnotique. Mais celui-ci vint plus lentement. La réponse fut encore obscurité, eau tourbillonnante, sur quoi elle se réveilla, gaie, rayonnante. Poursuivant notre chemin, nous eûmes rapidement passé le col. Alors, l'ardeur de Madame Mina devint brûlante. Une puissante nouvelle la guidait manifestement, car elle désigna une route et dit « Voilà le chemin. » « Comment le connaissez-vous ?»« Tout naturellement, répondit-elle. Et après un silence, elle ajouta « Mon Jonathan n'y a-t-il point passé? N'y a-t-il pas écrit la relation de son voyage ?» Cela me sembla étrange d'abord, mais je m'avisai bientôt qu'il n'existe qu'une seule route vicinale de cette espèce. Elle n'est que peu hésitée, très différente de la voie charretière qui va à la Bucovine à Bistra, qui est plus large, empierrée et beaucoup plus suivie. Nous descendîmes ce chemin. Quand nous en rencontrons d'autres, était-ce même des chemins? Nous n'étions pas sûrs, car ils sont mal entretenus et peu de neige y est tombée. Les chevaux se retrouvent, et eux seuls. Je leur laisse la bride sur le cou, ils avancent patiemment. Nous connaissons peu à peu tout ce que Jonathan a consigné dans son admirable journal. Nous continuons d'avancer pendant des heures et des heures, interminablement. Au début, j'ai enjoint Madame Mina de dormir. Elle a essayé, y est parvenue. Et elle dormait tout le temps, si bien qu'à la fin, je me sentis venir une inquiétude et tentai de la réveiller. Mais elle continua de dormir, quelque effort que je fisse. Je tiens à éviter de la brusquer, car je sais qu'elle a beaucoup souffert et qu'un somme de temps en temps ne peut lui faire que du bien. J'ai dû m'assoupir également, car soudain je me sentis coupable, comme si je n'avais fait je ne sais quoi. Je me retrouvais tout droit sur le siège, rênes en main, et les bons chevaux allaient à leur train, tout comme auparavant. Madame Mina dormait toujours. Le soleil n'était plus loin de son coucher. Il jetait sur la neige une large vague jaune, et l'ombre que nous faisions était grande, longue, là où la montagne devient escarpée, car nous ne cessions de monter. Oh, que tout ici est donc sauvage et rocheux, comme si nous étions au bout du monde. C'est à ce moment que je réveillai Madame Mina, cette fois sans grande difficulté. J'essayai alors de la replonger dans le sommeil hypnotique, mais elle ne s'endormit pas, se comporta comme si je n'existais pas. J'essayai encore, et finalement nous nous trouvâmes, elle et moi, dans l'obscurité. Je m'aperçus que le soleil était couché. Madame Mina se mit à rire. Je me retournai, la regardai. Elle était à présent tout à fait réveillée, et je ne lui avais plus vu une aussi bonne mine depuis cette nuit où nous sommes entrés pour la première fois dans la maison du comte à Purfleet. J'en fus surpris et ressentis un certain malaise. Mais elle était si épanouie, si affectueuse, si pleine d'attention pour moi que mon inquiétude se dissipa. J'allumai un feu, car nous avons avec nous une provision de bois. Elle prépara un repas, tandis que je dételai les chevaux et les attachai à l'abri en leur donnant à manger. Quand je revins vers le feu, notre dîner était prêt. Je voulus la servir, mais elle me dit en souriant qu'elle avait déjà mangé. Elle avait si faim qu'elle n'avait pu m'attendre. Je n'aimais pas cela, et de grands doutes me vinrent, dont je préférais ne rien dire, de peur de l'alarmer. C'est elle qui me servit, et je dînai seule. Après quoi, nous nous enveloppâmes dans les fourrures pour nous étendre près du feu, et je l'invitai à dormir tandis que je veillerais. Mais voilà que j'oublie que j'ai à veiller, et lorsque brusquement je m'en souviens, je la regarde aussitôt. Je la vois, paisiblement étendue, mais éveillée, et fixant sur moi des yeux si brillants. La chose se reproduisit une fois, 2 fois. Aussi ai-je fait plus d'un somme quand le matin arrive. Je tentai alors de l'hypnotiser, mais hélas, elle eut beau fermer docilement les yeux, elle n'arriva pas à dormir. Le soleil se leva et monta au ciel, et c'est à ce moment que le sommeil tomba sur elle. Trop tard, mais si lourdement qu'il n'y eut pas moyen de la réveiller que je dus la soulever et la placer tout endormie dans la voiture. Une fois les chevaux harnachés, prêts pour le départ, Madame Mina dort toujours, et dans son sommeil, elle paraît mieux portante. Elle a le teint plus coloré qu'auparavant. Cela ne me dit rien de bon. J'ai peur. J'ai peur de tout, même d'y penser. Mais il me faut aller jusqu'au bout. La partie que nous jouons à la vie et à la mort pour enjeu, et peut-être davantage, nous ne pouvons reculer. 5 novembre, au matin. Il faut que je raconte chaque détail avec exactitude, car bien que vous et moi nous ayons vu ensemble beaucoup de choses étranges, vous pourriez partir de l'idée que moi, Van Helsing, je suis fou, que tant d'horreurs, une si longue tension nerveuse ont fini par déranger mon cerveau.
Nous avons voyagé toute la journée d'hier, nous rapprochant des montagnes à travers un pays de plus en plus sauvage et désert. Il y a là de profonds, d'effrayants précipices et beaucoup de cascades, comme si la nature venait parfois tenir là son carnaval. Madame Mina ne cessa de dormir. J'avais faim, cependant, j'ai mangé, sans parvenir à la réveiller, même pour lui faire partager mon repas. Alors me vint la crainte que le charme fatal de l'endroit ne pésât sur elle, souillée comme elle l'est par ce baptême du vampire. Bien, me dis-je, s'il faut qu'elle dorme tout le jour, il faudra bien aussi que je me prive de sommeil toute la nuit. Comme nous avancions sur une mauvaise route, une route construite grossièrement à l'ancienne mode, malgré moi je pensais la tête en avant et m'endormis. Quand je me réveillai avec à nouveau le sentiment de ma faute et du temps écoulé, ce fut pour trouver Madame Mina, toujours endormie, le soleil très bas. Mais tout avait changé, les redoutables montagnes paraissaient plus lointaines et nous étions près du sommet d'une colline escarpée, surmontée d'un château, semblable à celui dont Jonathan parle dans son journal. La joie et l'angoisse me saisirent en même temps, car maintenant, pour le meilleur et pour le pire, le dénouement est proche. J'éveillai à Madame Mina, et une fois de plus, j'essayai de l'hypnotiser, mais sans succès, hélas, sinon trop tard. Alors, avant que la grande obscurité ne tombât sur nous, car même après le coucher du soleil, les cieux renvoyaient sur la neige des rayons de l'astre disparu, et un vaste clair-obscur régnait pendant quelque temps, je dételai les chevaux, leur donnai à manger dans l'abri que je pus trouver, puis j'allumai un feu à côté duquel j'installai Madame Mina, bien réveillée à présent, et plus charmante que jamais, confortablement assise parmi les couvertures. Je préparai un repas, qu'elle refusa de prendre, disant simplement qu'elle n'avait pas faim. Je n'insistai pas, sachant que ce serait inutile. Pour moi, je mangeais, car j'avais à préparer mes forces à toute éventualité. Alors, rempli de terreur à la pensée de ce qui pouvait arriver, je traçai un cercle, assez vaste pour qu'elle y fût à l'aise, autour du poids où Madame Mina était assise. Et sur le cercle, je répandis une hostie en la brisant de fines parcelles de façon que tout fût bien protégé. Pendant tout ce temps, elle resta assise, silencieuse, aussi immobile qu'une morte. Son visage devenait de plus en plus pâle, pâle comme la neige, et elle ne disait rien. Mais lorsque je m'approchai, elle s'approcha à moi, et je sentis que la pauvre âme était secouée de la tête aux pieds par un tremblement qui lui brisait le cœur. Je lui demandai enfin, lorsqu'elle se fut apaisée, « Ne voulez-vous pas vous approcher davantage du feu ?» En effet, je voulais voir de quoi elle était capable. Elle se leva docilement, mais au premier pas elle s'arrêta, resta immobile, comme si elle était enchaînée. « Pourquoi n'avancez-vous pas ?» insistai-je. Elle haussa la tête et, revenant à sa place, s'y rassit, puis me regarda avec des yeux dilatés, comme un dormeur que l'on réveille, et elle dit simplement « Je ne peux pas. » Et elle demeura muette. J'en fus heureux, car je savais qu'elle ne pouvait pas, aucun de ceux que nous redoutions ne le pouvait davantage, quelque danger que courût son corps, son âme était sauve. Mais les chevaux s'étaient mis à hennir en tirant sur leurs longes jusqu'à ce que j'aille tout près d'eux pour les rassurer. Lorsqu'ils sentirent mes mains sur eux, ils les léchèrent en hennissant tout bas, en signe de satisfaction, et restèrent tranquilles quelque temps. Je dus plusieurs fois venir les calmer au cours de la nuit avant cette heure glaciale où le pouls de la nature bat le plus faiblement. Au moment le plus froid, le feu commença de mourir et je m'apprêtais à le ranimer car la neige tombait à grands coups dans un brouillard glacé. Malgré l'obscurité, on y voyait peu, comme c'est toujours le cas lorsqu'il y a de la neige. Les rafales de flocons, les tourbillons de brume prenaient la forme, semblait-il, de femmes aux vêtements traînants. Tout était mort, lugubre, silencieux. Les chevaux hennissaient en baissant la tête, comme s'ils redoutaient le pire. Je fus pris de terreur, d'une épouvantable terreur, jusqu'au moment où je me rappelai la sécurité que me donnait le cercle qui m'entourait. Je me mis aussi à penser que mes fantasmes venaient de la nuit, de l'obscurité, de la fatigue que j'avais endurée et de ma terrible anxiété. Était-ce le souvenir de toutes les horreurs traversées par Jonathan qui me rendait fou? Oui, la neige et le brouillard tournaient maintenant en rond jusqu'à me faire apercevoir dans l'ombre ces femmes qui, disait-il, l'auraient embrassé. Les chevaux se blottissaient davantage et gémissaient de peur, comme des hommes qui souffrent. Mais l'égarement que donne la frayeur ne les décidait pas à s'échapper. Je craignais pour ma chère Madame Mina lorsque ces figures étranges se mirent à tourner plus près de nous, mais elle restait, tranquillement assise, me souriait. Lorsque je voulus me diriger vers le feu pour l'alimenter, elle me retint, murmura d'une voix semblable à celle que l'on entend en rêve, tant elle était faible. « Non, non, ne sortez pas du cercle. Ici vous êtes en sûreté. » Je me tournai vers elle et lui dis, les yeux dans les siens, « Mais vous, c'est pour vous que j'ai peur. » Sur quoi elle rit, d'un rire bas et irréel. Peur pour moi? Pourquoi personne au monde n'est plus que moi à l'abri de leur poursuite? Je m'interrogeais encore sur le sens de ces paroles quand un coup de vent fit rejaillir la flamme et je vis sur son front la balafre rouge. Alors, hélas, tout devint clair pour moi.
Du reste, j'aurais bientôt tout compris, car les tournoyantes figures de brouillard et de neige se rapprochaient, restant toutefois à l'écart du cercle sacré. Puis elles commencèrent à se matérialiser, si Dieu ne m'avait pas privé de ma raison, car je les voyais de mes yeux, jusqu'à ce que fussent devant moi, en chair et en os, ces 3 femmes que Jonathan vit dans la chambre quand elles s'apprêtèrent à lui baiser la gorge. Je reconnus ces formes arrondies, ondoyantes, leurs yeux brillants et durs, les dents blanches, le teint vermeil, les lèvres voluptueuses. Elles souriaient à la pauvre Madame Mina. Leur rire venait à nous à travers le silence de la nuit. Elles s'enlacèrent, la désignèrent en disant de ces voix si doucement cristallines que Jonathan avait décrites comme ayant une suavité intolérable. « Viens avec nous, notre sœur. Viens, viens. » Épouvantée, je me tournai vers Madame Mina, mais de joie, mon cœur bondit comme le feu, car la terreur de son doux regard, sa répulsion, son horreur racontaient une histoire qui me remplit le cœur d'espérance. Dieu soit loué, elle n'était pas une des leurs. Je pris quelques-unes des bûches qui étaient près de moi, et tenant en évidence une hostie, j'avançai vers elles, dans la direction du feu. Elles reculèrent à mon approche, riant de leur rire bas et sinistre. J'alimentais le feu sans plus les craindre, car je savais que nous étions en sûreté à l'intérieur de notre rempart. Armée comme je l'étais, il leur était impossible d'approcher, ni de moi-même, ni de Madame Mina, tandis qu'elle était à l'intérieur du cercle, incapable d'ailleurs d'en sortir, comme elle d'y pénétrer. Les chevaux avaient cessé de gémir et gisaient muets sur le sol. La neige tombait doucement sur eux, faisant d'eux comme un monticule blanc. Je savais que pour les pauvres bêtes, toute terreur était finie. Nous restâmes ainsi, jusqu'à ce que la rougeur de l'aurore commençât à percer la tristesse de la neige. J'étais navrée, effrayée, accablée de douleur et d'angoisse, mais la vie me revint à mesure que le rayonnant soleil se mit à monter sur l'horizon. Dès son lever, les horribles fantômes s'évanouirent dans les tourbillons de neige et du brouillard. Les ombres ondoyantes, transparentes, se déplacèrent dans la direction du château et s'y perdirent. Je me tournai instinctivement, maintenant que l'aurore était là, vers Madame Mina, avec l'intention de l'hypnotiser, mais un profond sommeil l'avait subitement saisie et je ne pus l'en éveiller. J'essayai de l'hypnotiser tout endormie, mais elle ne me donna aucune réponse. Le moment de me mettre en route me faisait peur. J'ai entretenu le feu, j'ai vu les chevaux. Ils sont tous morts. Ma journée sera chargée. J'attendrai jusqu'à ce que le soleil soit déjà haut, car là où je dois aller, il y aura peut-être des endroits où le soleil ne me sera une sûreté, même si la neige et le brouillard viennent l'obscurcir. Mon déjeuner va me réconforter, puis j'irai vers ma terrible besogne. Madame Mina dort toujours, et paisiblement. Dieu soit loué. Journal de Jonathan Harker, 4 novembre au soir. Terrible contretemps pour nous, cet accident survenu à la vedette. Sans cela, nous aurions rattrapé le bateau depuis longtemps. J'ose à peine penser à elle qui traverse les bois autour de cet affreux endroit. Nous avons trouvé des chevaux. Nous suivons les traces du monstre. Je note ceci pendant que Godalming se prépare. Nous avons nos armes. Les Digan, s'ils veulent se battre, auront à se tenir sur leur garde. Ah, si seulement Maurice et Stuart étaient avec nous, mais il nous faut espérer. Et si je ne puis en écrire davantage, adieu, Mina. Dieu vous bénisse et vous protège. Journal du docteur Seward, 5 novembre. L'aurore nous a révélé les Digan, s'éloignant de la rivière et conduisant leur charrette à vive allure, en l'entourant de très près. Il tombe une neige légère et l'air est étrangement excitant. C'est peut-être tout subjectif, mais notre propre découragement a quelque chose de bizarre. J'entends au loin hurler les loups. La neige les fait descendre des montagnes et ils nous menacent de tous côtés. Les chevaux vont être prêts et nous allons partir. Au bout de notre chevauchée, il y a la mort de quelqu'un. Dieu seul sait qui, où, quand et comment. Mémorandum du docteur Van Helsing, 5 novembre, après-midi. Du moins suis-je sauf, et j'en remercie Dieu, en tout cas, bien que l'épreuve ait été terrible. Laissant Madame Mina endormie à l'intérieur du cercle sacré, je m'acheminai vers le château. J'ai pris à Veresti un marteau de forgeron et l'avais mis dans la voiture. Il me vint à point. Toutes les portes étaient ouvertes, mais je les arrachais de leurs gonds rouillés de peur que quelque mal intentionné ou quelque accident fâcheux ne les refermât et m'empêchât de ressortir. J'étais instruit par l'amère expérience de Jonathan. Les termes de son journal me revenaient à l'esprit pour me guider vers l'antique chapelle où je savais que ma tâche m'attendait. L'air était étouffant, comme traversé d'une fumée de soufre qui par moments me donnait le vertige. Étaient-ce mes oreilles qui bourdonnaient ou des loups qui hurlaient au loin ? La pensée de ma chère Madame Mina me mit alors dans une détresse indicible. J'étais tenue par la tenaille du dilemme. Je n'avais pas osé l'amener ici, je l'avais laissé à l'abri du vampire, dans le cercle sacré, mais les loups... Je décidai que mon devoir était ici, et que pour les loups, nous devrions nous incliner si telle était la volonté de Dieu. De toute manière, il fallait choisir entre la mort et la liberté, et j'avais choisi pour ma jeune amie. En ce qui me concernait, le choix était aisé. Le tombeau du vampire me paraissait pire que la gueule du loup. Je poursuivis donc mon entreprise. Je savais que j'avais au moins 3 sépulcres à découvrir, 3 sépulcres habités. Et je me mis en devoir de chercher tant que j'en découvre un. Elle était étendue dans son sommeil de vampire, si pleine de vie, de voluptueuse beauté que je frissonnais comme si je venais de perpétrer un crime.
Ah, je n'en doute pas. Autrefois, quand existaient de telles choses, plus d'un homme prêt à accomplir une tâche analogue à la mienne sentit finalement le cœur puis les nerfs lui manquer. Il dut attendre, si bien que la beauté fascinante de la jeune non-morte finit par l'hypnotiser, et il s'attarde, et le soleil se couche, et le vampire a cessé de dormir, et la jolie jeune femme ouvre ses beaux yeux qui lui sont pleins d'amour, la bouche voluptueuse s'offre à un baiser, et l'homme est faible. Une victime de plus est promise au bercail du vampire, une de plus pour grossir l'armée sinistre, effrayante des non-morts. Oui, c'est bien une sorte de fascination qui a exercé sur moi la seule vue de cette femme étendue là dans une tombe usée par le temps et lourde de la poussière des siècles. Et malgré cette horrible odeur qui doit être celle des repères du comte, oui, j'étais émue. Moi, Van Helsing, malgré ma décision prise et ma haine si bien motivée, possédée d'un tel désir d'ajourner mon projet qu'il paralysait mes facultés, entravait jusqu'à mon âme. Était-ce le manque de sommeil normal et l'étrange touffeur de l'air qui commençait à avoir raison de moi? Je me sentais à coup sûr sombrer dans le sommeil, et le sommeil éveillé de celui qui domine une douce fascination, quand soudain me parvint, à travers l'atmosphère pacifiée par la neige, une plainte, longue et basse, si remplie de souffrances pitoyables que je me ressaisis, comme à l'appel d'un clairon, car la voix que j'avais entendue était celle de ma chère Madame Mina. Alors je rassemblai mes forces pour en finir avec l'horrible tâche, et décelant les pierres tombales, je découvris une autre des 3 autres sœurs, celle qui avait aussi les cheveux sombres. Je n'osais pas m'attarder à la contempler comme je l'avais fait pour la première, craignant de me sentir de nouveau envoûtée. Je poursuivis ma recherche jusqu'à ce que j'eusse trouvé sous une tombe large, élevée, destinée semblait-il à un être très aimé, cette autre sœur, blonde, que moi aussi, après Jonathan, j'avais vue se dégager du brouillard. Elle était si charmante, d'une beauté si radieuse et si exquisément voluptueuse, que je sentis le profond instinct masculin qui nous pousse à chérir, à protéger un être de l'autre sexe, remplir ma tête du vertige d'une nouvelle émotion. Mais grâce à Dieu, la plainte venue de l'âme de ma chère Madame Mina n'était pas éteinte dans mes oreilles, et avant que l'envoûtement agît davantage sur moi, je m'étais raidie pour mon affreux travail. Bientôt j'eus exploré toutes les tombes de la chapelle, me semblait-il, et comme nous n'avions vu autour de nous dans la nuit que 3 fantômes de non-morts, je supposais qu'il n'en subsistait pas davantage, mais il restait un grand sépulcre, plus seigneurial que tous les autres, immense et de nobles proportions, portant un seul nom, Dracula. C'était donc là que le roi vampire abritait sa non-mort. Telle était la demeure dans laquelle tant d'autres êtres étaient destinés. Le fait qu'elle était vide confirmait ce que je savais déjà. Avant de commencer à rendre ces femmes, alors moi trépassées, sinistre ouvrage, je déposais dans le tombeau de Dracula des parcelles de la Sainte Hostie, et ainsi l'enchâssais, non-mort pour toujours. Alors devait commencer ce rôle effrayant devant lequel je reculais. N'eusse eu qu'un seul coup à frapper, cela eût été relativement aisé, mais 3, recommencer 2 fois encore cet acte d'horreur, car si ça avait été affreux pour la douce Miss Lucy, que serait-ce quand il s'agirait de ces êtres étranges qui survivaient depuis des siècles, et à qui la fuite du temps avait donné un surpoids de vigueur, et qui, si elles le pouvaient, défendraient leur absurde vie. Ah, mon ami John, n'était-ce pas la tâche d'un boucher? Si je ne m'étais pas raidie dans la pensée d'une autre mort et d'une vie prise dans un tel étau d'épouvante, jamais je n'aurais pu aller jusqu'au bout. J'en tremble encore, et cependant, jusqu'à ce que tout fût terminé, mes nerfs, Dieu soit loué, tinrent bon. J'avais vu l'apaisement du premier visage, une félicité qui se répandait fugitivement sur lui, juste avant la dissolution suprême, comme pour attester que l'âme avait été conquise. Sans cela, jamais je n'aurais pu poursuivre cette boucherie. Je n'aurais pu endurer l'horrible crispement du pieu quand il pénètre dans les chairs, ni le sursaut de la beauté torturée, les lèvres couvertes d'une écume sanglante. J'aurais fui, épouvantée, laissant l'œuvre inachevée. Mais elle est finie. Ces pauvres âmes, je puis maintenant les plaindre et pleurer, en pensant à chacune d'elles, telle que je l'ai vue, pacifiée, dans le plein sommeil de la mort, une seconde avant de disparaître. Oui, cher John, il en fut ainsi au moment même où mon couteau eut coupé chaque tête, avant que le corps commençât à se réduire pour retourner à la poussière originelle, comme si la mort, ajournée depuis des siècles, avait enfin affirmé ses droits en disant hautement « Me voici ». Avant de quitter le château, j'en assurai les issues de façon que le comte n'y puisse plus jamais pénétrer, non mort. Peu après que je fus revenu dans le cercle où dormait Madame Mina, elle se réveilla, s'écria en me voyant d'une voix douloureuse que j'en avais trop enduré. « Venez, dit-elle, quittons cet affreux endroit. Allons rejoindre mon mari, qui, je le sais, se dirige sur nous. » Elle était amaigrie, pâle, épuisée, mais son regard était pur et brillant. J'en fus heureux de constater sa pâleur et son malaise, tant mon esprit était obsédé par l'horreur de toute récente du sommeil vermeil des vampires. C'est ainsi que, plein de confiance et d'espoir, mais d'inquiétude aussi, nous partîmes vers l'est pour retrouver nos amis, et lui, dont Madame Mina affirme qu'elle sait qu'il vient à notre rencontre.
Journal de Mina Harker, 6 novembre. L'après-midi était avancé quand le professeur et moi nous partîmes vers l'est, d'où je savais que Jonathan venait vers nous. Nous n'allions pas vite, quoique le chemin descendit rapidement la colline, car nous devions apporter de lourdes couvertures, n'osant pas envisager de rester sans protection dans le froid et la neige. Il nous fallait aussi nous charger d'une partie de nos provisions. Nous étions en effet au milieu d'une solitude désolée, et dans la mesure où nous pouvions percer le rideau de la neige, nous ne découvrions pas la moindre habitation. Nous n'avions pas fait 1 mille que la difficulté de la marche me força à m'asseoir pour me reposer. Derrière nous, la ligne claire du château de Dracula se détachait sur l'horizon. Nous étions si bien descendus de la colline qui le supporte qu'il semblait dominer de beaucoup les Carpates. Nous le découvrions dans toute sa grandeur, perché à 1000 pieds sur le sommet d'un pic, et semblait-il un abîme s'étendait entre lui et l'escarpement de la montagne voisine. L'endroit avait quelque chose de sauvage, d'insensé. Nous entendions le lointain hurlement des loups. Il était encore à bonne distance, mais leurs cris, bien qu'étouffés par la neige tombante, étaient pleins de terreur. À voir le docteur Van Helsing se mettre en quête, je pouvais comprendre qu'il cherchait un point stratégique, ou une attaque, où notre attaque nous trouverait moins exposés. La route raboteuse continuait de descendre, nous la distinguions, malgré la neige accumulée. Au bout d'un instant, le professeur me fit signe et je me levai pour aller le rejoindre. Il avait trouvé un endroit admirable, une sorte d'excavation dans le roc, avec une entrée semblable à un vestibule entre 2 avancées. Il me prit par la main, m'y fit pénétrer. « Voyez, dit-il, vous serez en sûreté. Si les loups viennent, je pourrai les affronter un à un. » Il apporta nos fourrures à l'intérieur, aménagea pour moi un nid confortable, sortit quelques provisions, me força à y toucher, mais je ne pus manger. Rien que d'essayer m'inspirait une telle répulsion que malgré mon désir de lui faire plaisir, je ne pus m'y contraindre. Il parut fort triste, mais ne fit aucun reproche. Il sortit ses jumelles de leur étui et, debout sur le rocher, scruta l'horizon. Soudain, il s'écria « Regardez, Madame Mina, regardez !» Je bondis, me dressai debout à côté de lui. Il me tendit les jumelles. La neige à présent tombait plus épaisse et tourbillonnait avec violence, car le vent s'élevait. Les rafales avaient cependant des mouvements de répit pendant lesquels je pouvais voir à bonne distance. De la hauteur où nous nous trouvions se découvrait un vaste horizon. Dans le lointain, au-delà de la longue plaine neigeuse, je pouvais distinguer la rivière déroulant comme un ruban les courbes et les méandres de son cours. En face de nous, et pas bien loin, de fait si près que je m'étonnais que nous n'en eussions rien vu plus tôt, venait un groupe d'hommes montés qui allaient bon train. Au milieu du groupe avançait un chariot, un long camion de roulage qui tanguait comme un chien qui fait aller la queue à chaque inégalité de la route. Ce groupe se détachait si nettement sur la neige que je reconnaissais parfaitement, à leurs vêtements, des paysans ou des bohémiens. Sur le chariot se trouvait un grand coffre rectangulaire. Mon cœur bondit en le voyant car je sentais approcher le dénouement. Bientôt le jour allait tomber et je savais trop bien que, dès le coucher du soleil, la chose qui en ce moment y était enfermée retrouverait sa liberté et sous une forme quelconque échapperait à toute poursuite. Dans ma terreur, je me retournai pour regarder le professeur, mais je vis avec consternation qu'il avait disparu. Un instant après, cependant, il était à mes pieds, ayant décrit autour du rocher un cercle analogue à celui qui nous avait protégés la nuit précédente. L'ayant terminé, il s'assit à mon côté en disant « Du moins, ici, n'aurez-vous rien à craindre de lui. » Il me reprit les jumelles et, profitant de l'accalmie suivante qui laissait libre l'horizon devant nous, ajouta « Voyez, ils se hâtent, ils fouettent les chevaux et vont le plus vite possible. » Après une pause, il poursuivit d'une voix sourde « Ils luttent de vitesse avec le soleil, peut-être arriverons-nous trop tard, que la volonté de Dieu soit faite. » Une nouvelle rafale effaça tout le paysage, mais fut de courte durée, et une fois encore les jumelles explorèrent la plaine, alors vint un cri soudain. « Regardez, regardez là-bas, 2 cavaliers suivent à toute vitesse venant du midi. Ce sont sûrement Kinsey et John, prenez les jumelles, regardez tout de suite avant que la neige revienne. » Je regardais. Ces 2 hommes, en effet, ne pouvaient être que le docteur Seward et Maurice. J'étais sûre, en tout cas, qu'aucun d'eux n'était Jonathan. Mais en même temps, je savais que Jonathan n'était pas loin. Un peu plus au nord, de l'endroit où se trouvaient les 2 cavaliers, j'aperçus alors 2 autres hommes qui galopaient, à bride abattue. Alors je reconnus Jonathan, et je supposai naturellement que l'autre était Lord Godalming. Eux aussi avaient pris en chasse le char et son escorte. Lorsque je le dis au professeur, il lança un « Hurrah !» digne d'un écolier. Et après avoir regardé attentivement jusqu'à ce qu'une rafale bouche à la vue, il posa son fusil Winchester, prêt à servir, contre l'avancée, à l'entrée de notre abri. Ils convergent tous vers le même point, dit-il. Le moment venu, nous aurons les bohémiens, tous autour de nous. Je préparai mon revolver, car tandis que nous parlions, le hurlement des loups s'était rapproché et accru. Une nouvelle accalmie nous permit de regarder de nouveau. Étrange spectacle que celui de ces lourds flocons tombant si près de nous, tandis que le soleil au loin gagnait en éclat et descendait derrière les lointains sommets. En balayant l'horizon avec les jumelles, je distinguais çà et là des points noirs qui se déplaçaient par groupes de 2, 3 ou davantage. Des loups se rassemblaient pour la curer. Chaque minute de notre attente nous semblait un siècle. Le vent soufflait maintenant par rafales violentes, chassant furieusement la neige, l'accumulant autour de nous en bancs circulaires. Parfois nous ne distinguions plus notre bras étendu.
mais parfois aussi quand le vent balayait nos environs en grondant sourdement et il clarifiait l'espace au point de nous laisser découvrir les lointains. Mais si depuis longtemps nous étions habitués à surveiller le coucher et le lever du soleil, que nous en savions du moment à une seconde près, et nous savions que dans peu de temps il allait disparaître. Sans nos montres, nous n'aurions jamais cru qu'il était passé moins d'une heure depuis que nous étions là à guetter dans notre abri rocheux les 3 groupes qui s'avançaient dans notre direction. Le vent avait redoublé, venant plus constamment du nord. Il semblait avoir écarté de nous la neige qui ne tombait plus, si ce n'est par brèves rafales. Nous distinguions maintenant nettement les membres de chaque groupe, les poursuivis et les poursuivants. Les premiers semblaient ne pas s'apercevoir qu'on leur donnait la chasse, ou du moins ne point s'en soucier, et cependant ils forçaient l'allure, tandis que le soleil descendait vers les crêtes. Tandis qu'ils se rapprochaient, le professeur et moi nous tenions blottis derrière notre rocher, nos armes prêtes. Il était visiblement décidé à ne pas les laisser passer. Aucun d'eux ne semblait soupçonner notre présence. 2 voix brusquement crièrent « Halte !» L'une était celle de mon Jonathan, rendue aiguë par l'émotion. L'autre celle de M. Maurice, qui avait lancé cet ordre avec une calme résolution. Même sans comprendre les paroles, les bohémiens ne pouvaient se méprendre sur le ton, en quelque langue que ce fût. Ils retinrent instinctivement leurs chevaux, et aussitôt Lord Godalming et Jonathan furent sur eux d'un côté, le docteur Seward et M. Maurice de l'autre. Le chef des Digan, un splendide garçon, qui sur son cheval semblait un centaure, leur fit signe de reculer, et avec colère jeta à ses compagnons l'ordre d'avancer. Ils lâchèrent la bride à leurs chevaux qui firent un bond en avant, mais les 4 hommes braquèrent leurs fusils et leur commandèrent de s'arrêter de façon telle qu'ils ne pouvaient se méprendre. Au même moment, le docteur Van Helsing et moi nous sortîmes de derrière le rocher, nos armes dirigées vers eux. Se voyant encerclés, ils serrèrent les brides, s'arrêtèrent. Leur chef se tourna vers eux et leur dit un mot, sur quoi chacun prit son arme, couteau ou pistolet, et se tint prêt à l'attaque. Le tout se dénoua en quelques minutes. Le chef, d'un mouvement rapide, dégagea son cheval et l'amena en tête, et, montrant le soleil, maintenant tout près des cimes, et puis le château, dit quelque chose que je ne pus comprendre. En réponse, chacun de nos 4 alliés sauta de son cheval et s'élança vers le chariot. La vue de Jonathan, dans un tel danger, aurait dû me faire trembler, mais l'ardeur de la bataille me possédait aussi bien que les autres. Je n'éprouvais aucune crainte, seulement un désir sauvage, passionné, d'agir. Devant nos mouvements rapides, le chef des Bohémiens donna un nouvel ordre, et ils se groupèrent aussitôt autour du char en une sorte d'entreprise désordonnée, se bousculant dans leur ardeur à exécuter son ordre. Au milieu de cette mêlée, je voyais Jonathan d'un côté, Kinsey de l'autre, se frayer un chemin vers le char. Il leur fallait à tout prix terminer leur tâche avant le coucher du soleil. Rien ne semblait capable de les arrêter, ni même de les gêner. Ces armes braquées, l'éclat des couteaux, les hurlements des loups, ils ne semblaient même pas s'en aviser. L'impétuosité de Jonathan et sa volonté visiblement irréductible parurent intimider ceux qui lui tenaient tête. Ils cédèrent instinctivement et lui livrèrent passage. Une seconde lui suffit pour bondir sur le char, pour saisir avec une vigueur incroyable le grand coffre et le lancer par-dessus le sol. En même temps, M. Maurice avait forcé le passage de son côté. Pendant que le souffle coupait, je suivais Jonathan du regard, j'avais vu M. Maurice pousser désespérément son avance. Les couteaux des Ziganes l'entouraient d'éclairs, tandis qu'il se frayait un passage et lui infligeait des coups qu'il paraît avec son couteau de chasse. Je crus d'abord que lui aussi était en sûreté, mais lorsqu'il s'élança vers Jonathan qui avait sauté du char, je vis sa main gauche se crisper sur son flanc et le sang jaillir entre ses doigts. Malgré cela, il continua, et lorsque Jonathan, avec l'énergie du désespoir, attaqua d'un côté du coffre pour en déclouer le couvercle avec son grand couteau cri, il s'en prit rageusement à l'autre avec son coutelas. Sous l'effort des 2 hommes, le couvercle céda peu à peu, les clous s'arrachèrent avec un brusque gémissement, ce qui fermait le coffre fut lancé à terre. Se voyant menacés par les fusils, à la merci de Lord Godalming et du docteur Seward, les Bohémiens avaient renoncé à toute résistance. Le soleil était très bas, et les ombres sur la neige étaient longues. Je vis le comte, étendu dans le coffre sur le sol, des parcelles de bois avaient volé sur le corps lorsque la caisse avait été lancée à bas du char. Le comte était mortellement pâle, semblable à une image de cire. Ses yeux rouges avaient l'affreux regard vindicatif que je ne connaissais que trop bien. Lorsque je le regardai, ses yeux aperçurent le soleil déclinant et son regard haineux eut une lueur de triomphe, mais à la seconde même surgit l'éclat du grand couteau de Jonathan. Je jetai un cri en le voyant trancher la gorge, et au même moment le coutelas de M. Maurice pénétrait le plein cœur. Ce fut comme un miracle. Oui, devant nos yeux et dans le temps d'un soupir, le corps tout entier se redivisait en poussière et disparut. Pour la joie de ma vie entière, au moment de la dissolution suprême, une expression de paix se répandit sur ce visage où jamais je n'aurais cru que pût apparaître rien de tel. Le château de Dracula se détachait à présent sur le ciel rouge, et la lumière du couchant dessinait chaque pierre de ses créneaux rompus. Voyant en nous la cause de l'extraordinaire disparition du mort, les Bohémiens firent demi-tour et sans un mot s'enfuirent, comme si leur vie en dépendait. Ceux qui n'étaient pas montés sautèrent sur le chariot en criant aux cavaliers de ne pas les abandonner. Les loups, qui s'étaient retirés à bonne distance, suivirent leurs traces, nous laissant seuls.
Monsieur Maurice était tombé sur le sol, appuyé sur un coude, serrant de la main son flanc, d'où le sang jaillissait toujours entre ses doigts. Je courus à lui, car le cercle sacré avait cessé de m'enfermer. Les 2 médecins firent de même. Jonathan s'agenouilla derrière lui et le blessé laissa tomber sa tête sur son épaule. Avec un faible effort, il prit, en soupirant, ma main dans celle des siennes qui n'était pas souillée. Mon angoisse devait se refléter sur mon visage, car il me sourit en disant « Je suis trop heureux d'avoir pu servir à quelque chose. Ô Dieu !» s'écria-t-il tout à coup en se redressant à grand-peine pour me désigner. « Ceci vaut bien que je meure, voyez, voyez !» Le soleil maintenant rasait la crête et les feux rouges tombaient sur mon visage qui était éclairé d'une lumière vermeille. D'un mouvement spontané, les hommes tombèrent à genoux, et un grave « Amen » leur vint à tous, tandis qu'ils suivaient du regard le doigt du mourant qui disait « Grâce soit rendue à Dieu, tout ceci n'a pas été vain. Voyez, la neige n'est pas plus pure que son front, la malédiction est effacée. » Et à notre immense chagrin, il mourut, toujours souriant, silencieusement, un parfait gentleman. Note. Voici 7 ans que nous avons passé à travers les flammes, et nous sommes quelques-uns à jouir d'un bonheur qui, pensons-nous, vaut les souffrances qu'il a coûtées. Notre fils est né au jour d'anniversaire de la mort de Kinsey Morris. Joie de plus pour Mina et moi. Elle garde, je le sais, la secrète conviction que quelque chose de l'esprit de notre héroïque ami est passé en notre enfant. Nous lui avons donné des noms de tous ceux que notre petit groupe, mais c'est Kinsey que nous l'appelons. L'été dernier, nous avons fait un voyage en Transylvanie et traversé la région qui fut et qui reste emplie pour nous d'ineffaçables et terribles souvenirs. Nous ne pouvions croire que les choses que nous avions vues et de nos propres yeux, entendues de nos oreilles, eussent été vivantes et réelles. Toute trace en avait été effacée, mais le château était toujours debout, dominant une étendue de désolation. Au retour, nous avons reparlé du beau vieux temps, vers lequel nous pouvons tous regarder sans désespoir, car Godalming et Seward sont tous deux mariés et heureux. J'ai repris les papiers que je gardais dans le coffre-fort depuis notre premier retour, il y a si longtemps. Chose curieuse, dans l'ensemble des témoignages qui composent le dossier, c'est à peine s'il y a une pièce authentique. Rien que des dactylogrammes, sauf le dernier agenda de Mina, de Seward et le mien, et le mémorandum de Valencine. Le souhaiterions-nous que nous ne pourrions demander à personne d'accepter ces textes comme des preuves d'une histoire si fantastique. Van Helsing avait pris notre fils sur les genoux et il a tout résumé en disant « Qu'avons-nous besoin de preuves? Nous ne demandons à personne de nous croire. Ce garçon saura un jour quelle femme courageuse est sa mère. Déjà il connaît quelles sont sa douceur et son amour. Il comprendra plus tard que quelques hommes l'ont aimé et pour son salut ont beaucoup posé. » Jonathan Harker. Fin.